L'année 1917 voit se développer un vaste mouvement de mutinerie qui touche quasiment l'ensemble de l'armée française. En effet, 68 des 110 divisions sont concernées par ce mouvement. Derrière les choix et les décisions des hommes, il y a avant tout une aventure humaine. Les mutineries sont en quelque sorte un vaste mouvement d'indiscipline générale. Mais le terme est parfois contesté par certains auteurs puisque les mouvements de l'année 1917 n'ont pas ce mouvement de violence à l'égard des officiers et de l'état-major. En effet, ces ouvriers de la guerre ont consenti largement à la violence et à l'effort de la guerre depuis maintenant 3 ans, et on peut éventuellement utiliser le terme de grève des tranchées. Dans les PV de la justice militaire, on utilise souvent les termes d'indiscipline, de désobéissance, de sédition, mais rarement celui de mutinerie. Finalement, celui qui est mutin est celui qui participe à ces mouvements d'indiscipline générale, qu'ils soient sur le plan individuel ou sur le plan collectif. 2 aspects sont à prendre en compte. Le premier est un refus de participer à la guerre, et le deuxième est un mouvement d'indiscipline. Alors, quand débutent ces mouvements en 1917 ? Tout d'abord, c'est à la fin du mois d'avril que se développent les premiers mouvements de grève des tranchées à proximité du chemin des Dames, dans l'immédiat arrière-front du chemin des Dames. C'est ainsi que le 321e régiment d'infanterie refuse de remonter en première ligne. Même chose au début du mois de juin, où les villages du Tardenois se mettent en grève et manifestent sur la place de la mairie de Ville en Tardenois. Il s'agit du 23e et du 133e régiment d'infanterie. Le sommet de ce mouvement va être à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, où une nouvelle étape est franchie, puisque en effet, les unités qui n'étaient pas en première ligne, comme à Beauvarde, où un régiment se met en grève, il est éloigné du chemin des Dames. Du chemin des Dames, les mouvements de mutinerie vont se diffuser vers l'Est par imitation, par capillarité, puisque les résultats ont été au rendez-vous. En effet, les unités qui se sont mises en grève, d'une certaine manière, ont été écartées et éloignées du front. Le mouvement diminue au mois de juillet-août et il reprend en quelque sorte un petit peu au moment de l'offensive sur la rive gauche de Verdun, puisque de nombreuses unités commettent des actes d'indiscipline à Avaucourt, à Lavoie ou encore à Bethlainville. Le dernier mouvement connu est situé dans l'arrière-front de Verdun, à Snoncourt-les-Maujuis, le 5 septembre 1917. Alors, quelle forme ces mutineries ont-elles prises ? Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de modèle unique que l'on pourrait reprendre et diffuser un peu partout. Ces mouvements peuvent être extrêmement bien organisés, avec des tracts, avec des slogans. À bas la guerre, vive la révolution, même si tous les mouvements révolutionnaires sont plus des prétextes plutôt que de véritables convictions. À côté de ces mouvements très bien organisés, existent des mouvements beaucoup plus désordonnés où la violence se fait un peu plus ressentir. C'est le cas par exemple à la mi-juin où un train de permissionnaires qui se rend à Bar-le-Duc, à proximité de la voie sacrée, est obligé d'être arrêté par les forces de l'ordre car des mouvements sont extrêmement compliqués. C'est le cas également le 5 septembre à Snoncourt-les-Maujuis où là ce sont plus de 2000 litres de vin qui ont été distribués par la coopérative. Pourquoi finalement ces mouvements de mutinerie se sont développés en 1917 ? 3 causes essentielles. La première, c'est une forme de lassitude. Cela fait maintenant 3 années que les poilus sont au front, sont dans les tranchées. Deuxième élément qui est lié à cette première cause, c'est évidemment l'échec de l'offensive Nivelle qui avait apporté énormément d'espoir et qui, dès la première journée, constitue un échec.
Enfin, on en a déjà parlé, les premiers mouvements révolutionnaires, les mouvements de paix, on se tourne vers Stockholm et vers la révolution russe. Comment a réagi l'état-major par rapport à l'ensemble de ces mouvements? Évidemment, il va y avoir des arrestations, des enquêtes, des mises en cause de la population locale qui, par moments, joue un rôle trouble, et évidemment, un certain nombre de condamnations. Au final, on est loin de la grande décimation que certains auteurs ont voulu mettre en avant. Pourquoi cette relative clémence? Tout d'abord, c'est la volonté du président Poincaré de ne pas être trop répressif. De même, Pétain, qui dans un premier temps se voulait beaucoup plus offensif à l'égard des mutins, Pétain va comprendre qu'il faut lâcher un peu de lest par rapport à ces 3 premières années de guerre. Que voulaient ces ouvriers de la guerre qui se sont mis en grève? Ils voulaient, en quelque sorte, beaucoup plus de permissions. Cela va leur être accordé. Ils voulaient quelques avantages en nature, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes matériels. Et enfin, ils veulent être beaucoup plus concernés par les opérations, être informés par ce que l'état-major va entreprendre. Donc des avancées, en partie grâce au général Pétain, grâce aux hommes politiques, mais, et c'est ce qui est paradoxal, l'automne 1917, avec l'arrivée au pouvoir de Georges Clemenceau, va entraîner au contraire un mouvement beaucoup plus répressif, beaucoup plus dur, avec une volonté de ne pas laisser faire tous ceux qui sont contre la guerre, tous ceux que Georges Clemenceau juge pacifistes. Ces mouvements de mutinerie n'ont pas touché uniquement l'armée française, c'est un mouvement beaucoup plus vaste, puisque les armées en guerre, qu'elles soient anglaises ou évidemment russes, ont subi les mêmes choses.